Oui. Du coup, c'est ça le problème des slides. Je vous propose donc de commencer cette conférence sur l'hydrogène. Donc c'est on va dire une conférence d'ouverture sur l'hydrogène. La volonté, c'était un petit peu de faire un point sur cette nouvelle énergie. On en parle beaucoup, beaucoup d'informations circulent. On a pu voir également ces dernières semaines dans la presse, avec notamment des essais de nouveaux prototypes auprès des constructeurs, justement, principalement tous les constructeurs. On en parlera dans un instant. Et puis de voir également les pour et les contre de l'hydrogène. Donc on aura une première partie dans quelques instants avec les constructeurs, une deuxième partie avec plus le côté infrastructure et également énergéticien, donc concernant l'hydrogène. Et vous pourrez bien sûr poser des questions à la fin de cette conférence. Donc je le disais, beaucoup d'interrogations sur l'hydrogène. On parle même d'une aide d'État pour des camions d'hydrogène qui n'existent pas pour l'instant, qui ne sont pas en exploitation. Donc on aura l'occasion également d'y revenir dans un instant. Pour cette première partie, donc constructeurs sont avec nous ce matin Jérôme Flasseillet, directeur électromobilité et énergie alternative chez Volvo Truck France,
Gilles Boster, directeur marketing et communication chez Scania France. Et pour la partie semi, donc Christophe Danton, directeur marketing et communication chez Renault. Alors je vais commencer par Jérôme. On parle beaucoup en ce moment d'hydrogène. La feuille de route était, je me rappelle, il y a 2 ans à Solutrans 4-5 ans. On est reparti encore sur 4-5 ans, sachant que la plupart des constructeurs ont déjà des prototypes bien avancés sur l'hydrogène. Alors, bonjour à toutes et à tous. Donc déjà pour Volvo Trucks, l'hydrogène fait clairement partie de la feuille de route et de notre plan stratégique produit. Déjà, on commence à se diriger vers le zéro émission. Bien sûr, ce zéro émission passera par un mix énergétique d'abord, avec des énergies plutôt renouvelables, avec toujours des moteurs à combustion interne. On a commencé aussi, bien sûr, à avoir une gamme complète, et on est le seul constructeur aujourd'hui à avoir une gamme de camions électriques complète du 16 tonnes au 44 tonnes. Et c'est une brique nécessaire pour pouvoir ensuite mettre la pile à combustible qui permettra d'adresser du transport de plus longue distance, plus lourd. Et donc, on a vraiment besoin de ce composant pile à combustible pour pouvoir faire du transport lourd en zéro émission. Et l'objectif aujourd'hui, cette pile à combustible, on a signé un accord de partenariat avec le groupe Daimler. Donc le groupe Volvo a construit une entreprise en commun qui s'appelle Cellcentric. Cette entreprise va développer et produire la pile à combustible pour les poids lourds à grande échelle. Et on pense voir arriver ce composant sur nos camions aux alentours de 2025, le milieu de la décennie, et monter en puissance et en progression jusqu'à la fin de la décennie 2030. Ça, c'est notre feuille de route. Vous parliez de partenariat, c'est-à-dire que l'hydrogène est une nouvelle énergie totalement différente par rapport au diesel, et donc les partenariats sont nécessaires? Alors, la pile à combustible, c'est des efforts d'investissement colossaux pour pouvoir la développer, d'accord. Donc associer des forces, ça permet justement de pouvoir développer plus rapidement ce genre de composants. Ça, c'est un premier point. Et le deuxième point, c'est que aussi pouvoir s'associer, ça permet d'avoir plus rapidement de monter en volume et pouvoir avoir une proposition sur le marché au plus bas coût, le plus rapidement possible. Voilà, ça, c'est vraiment la raison de ce partenariat, sachant que derrière, on reste bien entendu clairement compétiteur sur les marchés. Alors, je le disais, donc, on avait vu avec l'Euro 6, déjà, c'était des nouvelles normes, nouvelles technologies, plutôt énergie, qui demandent beaucoup de recherche d'investissement, vous en parliez. L'hydrogène par rapport à l'électrique et le gaz, c'est-à-dire que là, on embarque un produit sur un poids lourd, sur un camion. C'est différent, l'hydrogène? L'hydrogène, ça change quand même beaucoup de choses. Déjà, si on compare par rapport à l'électricité, donc aujourd'hui, on a une offre de camions électriques jusqu'à 44 tonnes en tout électrique. On vient de la lancer sur nos modèles FH, FM et FMX. Alors, la pénalité qu'on a sur l'électrique, c'est le poids des batteries. Donc, on embarque plus de 3 tonnes de batteries sur nos véhicules. Avec l'hydrogène, on va revenir sur des poids qui seront beaucoup plus comparables à des véhicules qu'on connaît aujourd'hui en diesel. Ça, c'est le premier point important sur le camion. Le deuxième, c'est le temps de la disponibilité du véhicule. Un camion électrique, aussi bien conçu qu'il soit, il faut quand même, avec des chargeurs extrêmement puissants, du temps pour la recharge. Un camion FH qu'on vient de sortir, il faut entre 1h30 et 2h pour faire une pleine charge, d'accord, avec un chargeur de 250 kW. En hydrogène, un plein se fera en environ 15 minutes. Donc on va revenir sur des temps de disponibilité de camions en zéro émission qui sont comparables à des véhicules diesel qu'on connaît aujourd'hui. Voilà, ça c'est le deuxième point. Et puis il y a encore des challenges, bien entendu. Une pile à combustible, son rendement est d'environ 60%. Un moteur à combustion interne, si on schématise, environ de 40%. Le besoin de refroidissement d'un moteur à combustion interne, on a à peu près 20% qui part dans le refroidissement du camion, donc dans ce cooling, dans le refroidissement liquide du camion, et puis 40% de l'énergie qui part à l'échappement, c'est à peu près ça. Sur une pile à combustible, un rendement à peu près de 60%, mais on n'a pas d'échappement, donc il faut dissiper 40% de l'énergie dans le camion, ce qui a un impact considérable sur la capacité de refroidissement du camion. Et donc sur le dimensionnement du cooling package, comme on appelle. Et il faut à peu près qu'on considère un cooling package qui sera à peu près 4 fois plus gros que ce qu'on connaît aujourd'hui sur le diesel. Ça, c'est un premier facteur, donc de dimension sur le camion.
Et le deuxième, eh ben, c'est le stockage de l'énergie, bien sûr, parce qu'il faut embarquer de l'hydrogène. L'hydrogène, c'est la plus petite molécule dans le tableau périodique des éléments. Et il faut beaucoup de place pour le stocker. Alors, deux technologies sont envisagées, donc le liquéfié et le comprimé. Nous, on a fait le choix du comprimé en 700 bars, mais malgré tout, il faut quand même de la place. Donc, ce sera quand même un gros changement, je dirais, sur l'architecture même de nos camions pour le stockage de l'énergie et pour le refroidissement de la pile à combustible. Donc le choix de 700 bars, sachant qu'une voiture, c'est 350 bars pour de l'hydrogène pour l'automobile, hein, c'est ça. 700 bars, c'est nécessaire pour pouvoir atteindre l'autonomie qu'on souhaite avec nos camions, qui va dépasser les 1000 km. D'accord ? Donc c'est ça qu'on vise, hein, pouvoir faire du camion en zéro émission qui dépasse les 1000 km. Et donc voilà, il faut qu'on passe sur la technologie 700 bars pour atteindre cette autonomie, sachant qu'on embarquera à peu près 80 kg d'hydrogène sur nos véhicules. Vous allez vous différencier entre constructeurs à propos justement du nombre de bars par rapport à l'hydrogène, non ? Ou ça sera... Trop tôt peut-être. C'est peut-être un peu tôt, je ne sais pas forcément répondre. Il y a des différentes technologies. Voilà, aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est plutôt le 350 bars parce que c'est le plus facile à atteindre. Le 700 bars en comprimé, c'est ce qui permet de faire de l'autonomie. Et le liquéfié, on le connaît déjà au travers du gaz naturel, par exemple. Voilà, mais c'est une technologie possible, ouais, tout à fait. Et où en est Volvo pour l'instant ? Il y a un prototype ? Aujourd'hui, on est en cours de développement, d'accord, sur ce sujet. Bien sûr, on va passer par des phases de développement avec des prototypes. Ensuite, on va avoir des avant-séries en utilisation client pour pouvoir continuer à mûrir la technologie. Une production petit volume qui va démarrer aux alentours de 2025 et en montée en puissance jusqu'à la fin de la décennie, à peu près, jusqu'à 2030. Donc c'est 4-5 ans avant d'en voir vraiment sur les routes. C'est à peu près ça. Il faut compter ça. Il faut un petit peu du temps. Chez Scania, Gilles Boster, alors, la feuille de route, que vous partez du principe que l'hydrogène doit être considéré comme un carburant et non pas comme une pile à combustible, hein, c'est ça ? Non, alors c'est un peu plus compliqué que ça. En fait, déjà Scania produit des camions camions carré-bus de 19 tonnes et plus. Donc on n'est pas du tout dans la partie voiture, petite camion, camionnette, etc. Donc c'est vraiment du véhicule lourd. Alors, première chose, c'est qu'on propose actuellement la gamme d'énergie alternative la plus large du marché. Donc on n'est pas attaché à une technologie particulière, ce qui fait qu'on est très ouvert à conseiller nos clients sur tel ou tel carburant en fonction du sourcing local, en fonction d'utilisation qui va être faite. Et puis la deuxième chose, c'est qu'on n'est pas producteur d'énergie. C'est vrai qu'un gazier, il va avoir du mal à vous parler de l'électricité, et de toute façon tout à fait normale, il va défendre l'énergie qu'il fait vivre, et ça c'est tout à fait légitime. Bon, alors on a déjà cette caractéristique. Puis la deuxième chose, c'est que en fait, pour nous, un carburant n'est pas une finalité en soi. Il faut regarder dans quel contexte on se retrouve actuellement. Les accords de Paris, c'est 2016, donc c'était 2015 signé en 2016, c'est plus 1,5 degré de réchauffement de la planète en 2050. Vous avez vu le consensus mou sur Glasgow qui s'est terminé samedi. Bon, on reste là-dessus du bout des lèvres, mais on dit que dans certains cas, 2 degrés. Bon, je ne veux pas rentrer dans le détail. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tous les 10 ans, il va falloir qu'on baisse nos émissions de CO2 de 50%. En gros, tous les ans, il faut qu'on les baisse de 2%. Aujourd'hui, la trajectoire, c'est qu'on est en train de les augmenter de 4 à 6%. Donc on n'est vraiment clairement pas, d'une part, sur la bonne trajectoire, et deux, il y a une urgence absolue à décarboner. Alors que ce soit avec l'hydrogène ou avec un autre carburant, à la limite, je dirais que ça se décidera après. Notre position est la suivante, c'est de dire que, d'abord, il ne faut pas attendre un carburant miracle. Il n'y aura pas d'un carburant, il n'existera pas un carburant, à notre point de vue, qui se substituera aux autres de façon intégrale. Le règne d'un carburant unique comme l'était le diesel, c'est terminé. Donc on va avoir, ce que je disais tout à l'heure, tout un tas de carburants disponibles. Et aujourd'hui, on est capable très facilement de décarboner jusqu'à 90%. Donc il n'y a aucune raison d'attendre un carburant miracle. Pour autant, on comprend bien que intellectuellement, de se dire qu'on utilise une molécule qu'on va chercher dans de l'électricité, dans l'eau avec de l'électricité d'électrolyse pour la récupérer et voir au pot d'échappement de l'eau qui coule, intellectuellement, c'est assez plaisant. Mais nous, quand on met un carburant à disposition des constructeurs, il y a 2 conditions essentielles. La première, c'est que le bilan CO2
du moment, enfin de la production jusqu'à l'utilisation soit positif. Je vous donne un exemple. Si vous prenez un véhicule électrique et que vous dites effectivement les émissions de ce véhicule électrique, c'est 0 à la fin, il n'y a pas de pot d'échappement, c'est magnifique. Et si ce véhicule électrique, vous l'alimentez par de l'électricité qui est produite par une usine à charbon, ça ne sert strictement à rien. Si vous prenez une énergie fossile, je prends l'exemple du gaz, mais il pourrait y en avoir d'autres, si vous prenez du gaz qui est une énergie fossile et que vous dites, voilà, je roule au gaz, donc je suis bon pour la planète parce que le CO2, c'est faux. Parce qu'on va chercher dans les nappes gazières une énergie fossile et on va augmenter la teneur en CO2. Par contre, c'est vrai si ce CO2, ce gaz, vient c'est du biométhane qui est produit à partir de la biomasse. Donc ce qu'on est en train de regarder, c'est vraiment, première condition, qu'on ait un bilan qui soit un bilan positif. Et aujourd'hui, la façon de produire de l'hydrogène, c'est du vaporoformage du CH4, c'est-à-dire qu'on va prendre du méthane et d'après ce que j'en sais, on va aller retirer de ce CH4 les molécules d'hydrogène et finalement, on va générer du CO2. Et probablement, et ça les experts en hydrogène nous le diront tout à l'heure, mais aujourd'hui, produire de l'hydrogène, c'est probablement produire le plus de CO2 pour faire un carburant. Donc pour nous, aujourd'hui, c'est pas un sujet directement. On le verra directement, ensuite, enfin on le verra après avec de l'hydrogène vert, et là on sera dans quelque chose de beaucoup plus positif. Deuxième condition, c'est que ce soit rentable pour le transporteur. Alors on est en train de tester en Suède et en Norvège des véhicules à l'hydrogène, et là il faut qu'on s'entende sur ce qu'on fait de l'hydrogène. Là aujourd'hui, là on a commencé à parler des piles à combustible, donc effectivement on a un réservoir d'hydrogène, on a une pile à combustible, on a des batteries et puis finalement un moteur. On est en train de tester ces véhicules-là. Bon, c'est une technologie. On est aussi en train de tester l'hydrogène comme carburant, c'est-à-dire qu'on substituerait par exemple au gaz, d'un véhicule à gaz, on y mettrait de l'hydrogène. Alors pur, je ne sais pas, mais on pourrait le combiner avec du CH4 vert par exemple. Ça vous donne de l'ithane, une proportion d'à peu près 80-20, 80% de CH4, 20% de H2, et ça ce serait un carburant. Mais aujourd'hui, si on devait mettre sur le marché ces véhicules à pile à combustible qu'on est en train de tester, c'est 5 fois le prix d'un véhicule normal, diesel, aujourd'hui, et 4 fois le prix le coût d'exploitation. Et je suis un peu surpris que le législateur, ou en tout cas la puissance publique, mette des aides sur ces véhicules-là, des camions qui n'existent pas encore. Sur des camions qui n'existent pas. Alors c'est voilà. Donc en fait, dernier point que je voudrais vous dire, c'est que notre stratégie est la suivante, c'est de dire qu'en 2030, on estime que chez Scania, la moitié des véhicules que nous vendrons seront des véhicules électriques. L'autre moitié seront des véhicules avec des biocarburants. Et pourquoi on a pris cette position? Parce que vous avez des pans entiers de l'industrie, et je pense notamment à la fabrication des engrais, je pense à la sidérurgie, et je pense par exemple aussi à la production de ciment. Ces technologies-là, ces industries-là ne trouveront pas a priori à décarboner en dehors de l'hydrogène. C'est-à-dire qu'une fois qu'on aura de l'hydrogène qui sera à un prix abordable, ces industries-là vont capter énormément de capacité de production. Et donc c'est pour ça que nous dirigeons vers les véhicules électriques. Et donc l'hydrogène, autour de ce véhicule électrique, on aura ce qu'on appelle, donc vous imaginez le véhicule à batterie, avec les fameux range extenders, là, les prolongateurs d'autonomie, qui peuvent être représentés par des bornes de recharge. Plus on aura de bornes de recharge, plus évidemment on peut aller loin. Ça peut être représenté par les ERS, les autoroutes électriques, caténaires ou rails, enfin bref. Et ça peut être représenté par les véhicules à hydrogène. Mais pour le moment, les deux conditions de bilan net CO2 plus coût d'exploitation acceptable pour le transporteur ne sont pas remplies. Pour autant, je pense que ce sera une des conclusions. Il y a beaucoup de choses qui se passent et on est très attentif à ce qui se passe. Christophe Danton, ça va être à toi. On va laisser la place à Christophe. Christophe, donc Chéreau expérimente déjà depuis un certain temps une semi-hydrogène. Vous avez le prototype deuxième génération. Vous pouvez nous en parler? Parce qu'on oublie également que la remorque fait partie de l'ensemble et que vous avez déjà développé, je vais vous laisser la parole, sur déjà des semi-électriques et maintenant hydrogène.
Oui, alors le cadre, nous, de travail de l'hydrogène, en fait, c'est la semi-remorque frigorifique. Donc, on se sert de l'hydrogène non pas pour la mobilité de l'ensemble, mais pour la fabrication du froid. On pense que c'est un vecteur énergétique extrêmement intéressant pour l'avenir parce que, en fait, il ne change pas trop l'usage de nos clients. On refait le plein en 10 minutes sur en hydrogène gazeux, un 350 bars sur le véhicule. On a 2 jours et demi d'autonomie en longue distance. On peut faire sans problème une journée complète en distribution avec les nombreuses ouvertures et fermetures de portes. Donc d'un point de vue pratique, et puis ça ne fait pas de bruit en plus, que ce soit en ville ou quand le conducteur fait sa coupure sur une aire d'autoroute ou autre la nuit, il n'a pas un groupe diesel qui ronronne derrière lui. Donc ça a beaucoup d'avantages. Après, c'est clair que vis-à-vis de cette technologie, on est encore en phase pionnière. C'est-à-dire qu'il ne faut pas attendre aujourd'hui d'avoir des TCO, un coût total d'exploitation qui soit performant. Il ne faut pas s'attendre à avoir des véhicules bon marché au même prix que le gasoil. Ça, ce n'est pas encore tout de suite. On teste. On teste. On a testé, ça fonctionne. Nous, on a sorti en première mondiale notre semi-remorque en 2019 à travers un projet collaboratif. Comme vous le disiez, là, c'est la version 2 qu'on présente sur le salon. On va continuer nos essais. On n'en est pas encore en phase complète d'industrialisation. On est plutôt sur des modèles entre le proto et la pré-série. On va avoir 3 véhicules en 2022, enfin 3 semi-remorques qui vont aller chez des clients pour continuer les tests en exploitation. Ça, c'est la prochaine étape. En exploitation. Voilà, ça vient tout de suite. Donc on est un petit peu, je dirais, en avance de phase par rapport aux constructeurs de tracteurs, mais ça nous permet déjà d'apprendre, de voir que ça fonctionne, et puis aussi, et c'est l'attitude qu'on souhaite avoir chez Chéreau, d'être des pionniers, de participer à la construction de la filière pour que rapidement on puisse assurer la transition énergétique. Cette transition, comme chez les autres, elle ne se fera pas uniquement avec l'hydrogène. On a d'autres solutions, de l'essieu à récupération d'énergie, de la batterie rechargeable sur secteur, du panneau solaire. Tout ça, on est en phase de tests et d'essais pour qualifier la pertinence de chaque solution par rapport à des métiers de nos clients qui eux aussi sont différents. Ça veut dire un métier, une solution. Ce ne sera pas que de l'hydrogène. Il n'y aura pas une solution en tout cas. Les tests donc, chez les transporteurs, là, ça va être aussi de permettre de tester, de faire des remontées d'informations. Alors on en a déjà fait des remontées d'informations avec 2 transporteurs, avec les transports Malherbe dans le cadre du projet Rhône, donc en 2019, avec les transports de Lanchy sur l'année 2020. Et là, on va avoir des tests sur l'année 2022 avec Steph, avec de Lanchy, et puis une semi en démo qui, elle, va pouvoir passer de client en client pour qu'on puisse rapidement faire des démonstrations chez d'autres transporteurs. Quelque chose qui est extrêmement important, quelle que soit la technologie dont on va parler, que ce soit l'hydrogène ou autre, c'est qu'aujourd'hui on a des niveaux techniques qui sont quasi matures, on est vraiment en phase d'approche de commercialisation. Ce qui est important maintenant, c'est qu'on organise rapidement de la démonstration à grande échelle. 3 semi-remorques hydrogène pour faire des essais sur le marché européen, c'est trop peu, même sur le marché français. Et donc, nous allons interpeller le ministre des Transports, Jean-Baptiste Djebbari, qui doit venir sur le salon vendredi, parce que nous récoltons sur notre stand, à l'occasion de ce Solutrans, les demandes d'essai de semi-remorques hydrogène, de semi-remorques électriques. Et donc, on va avoir tout un paquet de demandes d'essai pour dire au ministre, on a besoin de financement pour déclencher, pour amorcer la pompe. Après, il y aura les achats, il y aura les volumes, les prix vont baisser et les TCO vont arriver. Et justement, comme on en parlait avec Jérôme, comment vous réagissez lorsqu'on sait qu'aujourd'hui, ou avec également Gilles, il y a une aide pour acheter des camions hydrogène et il n'y a pas d'aide pour l'instant pour le... Alors pour l'instant, sur les semi-remorques, effectivement, il n'y a pas les aides qui étaient dans le cadre du plan de relance sur les véhicules, les camions propres, les aides de 50 000 euros. Voilà. Alors, elle n'est pas complètement oubliée, puisqu'il y a des appels à projets de l'ADEME, notamment autour des écosystèmes, donc dans hydrogène dans les territoires, où là, si je prends le cas d'un écosystème sur Vannes, où seront nos 2 semi-remorques hydrogène à partir de janvier, on a quand même une aide de 84 000 euros de l'ADEME par véhicule. Donc c'est une part assez importante, le surcoût étant quand même assez élevé puisqu'il est de 210 000 euros par rapport à une semi-diesel. Mais voilà, ça aide à lancer.
encore une fois, on est en phase pionnière. Les clients qui aujourd'hui décident de tester, ce sont des pionniers qui ont des convictions, qui sont prêts à payer un peu plus parce qu'ils veulent tester, ils veulent montrer qu'ils veulent décarboner de différentes manières, avec différents types de carburants, mais ce sont des gens convaincus qui veulent aller de l'avant et on fait partie de cela et on travaille avec, vous aurez tout à l'heure différents acteurs sur le plateau, comme Live par exemple. Ben, on est ensemble sur les différents écosystèmes hydrogène pour vraiment construire la filière complète qui part de la production, du transport, de la distribution de l'hydrogène à travers les stations et de tous les usages qui vont aller autour de ces stations. Alors justement, il y a un travail également entre constructeurs poids lourds et semis. Parce que je me mets à la place du transporteur qui a envie d'acheter un tracteur et une semi, donc voilà, par rapport à l'hydrogène par exemple. Alors je vais donner mon point de vue de carrossier constructeur. Oui, on échange, mais pas assez. Et dans le futur, pour le bien à la fois de nos clients, mais aussi de la rapidité de mise à disposition de solutions pertinentes, il va falloir qu'on se parle encore plus parce qu'on a beaucoup à s'apporter. Quand on met de l'aéro sur nos semi-remorques, on fait économiser aujourd'hui 1,2 litre de gasoil au tracteur. Donc on a vraiment des choses à faire ensemble sur l'aide à l'arrachement avec des essieux qui vont fonctionner sur la semi-remorque en interaction complète avec le tracteur. Ça soit l'électrique ou l'hydrogène d'ailleurs. Peut-être une réponse de Gilles et Jérôme. Oui, non, évidemment qu'on collabore. Alors spécifiquement sur l'hydrogène, on n'a pas de véhicule, donc c'est difficile de collaborer. Ce qu'il faut bien voir, c'est si on se replace de nouveau dans la raison pour laquelle on irait vers l'hydrogène, c'est vraiment la décarbonation. Et la décarbonation, on peut la faire de 3 façons. On peut la faire en améliorant les performances des moteurs. Par exemple, là, on a lancé la semaine dernière un nouveau moteur, 8% de consommation en moins. Ben, ça fait 8% de CO2 en moins. Bon, deuxième possibilité, c'est améliorer, avoir des transports sûrs et intelligents. Par exemple, tous les véhicules aujourd'hui, les chauffeurs qui conduisent des véhicules reçoivent en temps réel des informations sur le tableau de bord, sur leur conduite et la façon dont ils conduisent. Donc on arrive à corriger en temps réel leur conduite et économiser du carburant. On peut faire aussi en sorte que les véhicules ne circulent plus ou moins possible à vide. Et puis le troisième pilier possible, ce sont les biocarburants. Donc quand on est en contact avec Christophe pour dire voilà comment est-ce qu'on pourrait faire pour optimiser tel ou tel, enfin Christophe ou un autre constructeur d'équipements et de semi-remorques, et optimiser, faire en sorte qu'on puisse avoir une meilleure efficacité, on est vraiment dans ce rapport. Ce qu'il faut, enfin, je crois que ce qu'il faut bien se représenter, c'est que le défi, il est extraordinairement important, il est capital pour l'enjeu de la planète. Il ne se résume pas à des carburants ou des biocarburants. Il se résume à un ensemble de pratiques qu'il va falloir revoir. Et quand on est en contact avec des transporteurs, par exemple, tu parlais des transports de Lanchy, ils ont testé ou ils testent de l'électrique, du biodiesel, du gaz, etc. On s'aperçoit en fait qu'ils sont obligés eux aussi de s'adapter. Ils doivent revoir leur flux logistique parce que quand on fait une tournée et qu'on a 900 km d'autonomie, dès qu'on n'en a plus que 300 par exemple, bah, ça nécessite de repenser des choses. Nous, ça nécessite aussi de repenser. On a tous vraiment des défis à relever. Jérôme, sur la question partenariat, oui. Pour revenir justement avec également le partenariat avec les carrossiers, donc comme le dit Gilles, le côté hydrogène, aujourd'hui, on n'a encore pas de matière à discussion. Mais par contre, sur l'électromobilité, sur l'électricité, forcément, on a déjà des camions et il faut absolument qu'on partage nos solutions, puisque très souvent, la prise de force, l'énergie qui est fournie à la carrosserie vient du camion. Et donc, voilà, on est déjà aujourd'hui en partenariat avec nos carrossiers pour les former sur les camions électriques, puisque ce n'est plus les mêmes énergies, ce n'est plus les mêmes façons d'alimenter les carrosseries. Donc, on a des solutions qu'on discute et qu'on partage avec nos carrossiers, bien entendu. Et puis également, ça ne fait pas appel aux mêmes compétences. Donc, il y a aussi un plan de montée en compétences à prévoir chez les carrossiers. Et puis rendre aussi ces ensembles tout à fait cohérents, puisque les camions électriques, les camions à énergie alternative apportent des bénéfices pour les émissions de CO2, ça c'est évident, c'est ce qu'on vise, mais apportent également d'autres bénéfices, notamment en termes de réduction de bruit, par exemple. Et il faut veiller à ce qu'à la fin, on ait un ensemble véhicule qui soit assez cohérent. Donc il y a aussi des travaux à engager côté carrosserie pour qu'on ait des carrosseries qui soient aussi silencieuses, pour qu'on ait un ensemble châssis plus carrosserie complètement cohérente.
Alors passons à l'aspect financier maintenant. Combien va coûter l'hydrogène? Parce qu'on parle beaucoup du TCO pour l'électrique et également pour le gaz. Est-ce que l'hydrogène va coûter plus cher? Ça dépendra de la taxation peut-être aussi. Alors, il y a différents aspects. Il y a déjà le coût du véhicule. Forcément, pour l'instant, on ne s'est pas encore du tout communiqué dessus parce qu'on sait que ça va coûter cher, d'accord? Parce que c'est des nouvelles technologies. Démarrer, ça coûte forcément plus cher au démarrage. Monter rapidement en production, des productions de volume, permet de faire baisser les prix. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, on a le coût de l'énergie, et je pense que nos producteurs d'hydrogène en parleront mieux que nous, mais aujourd'hui, ce qu'on peut à peu près se dire, c'est qu'un kilo d'hydrogène, c'est à peu près 10 €, qu'un camion lourd, c'est à peu près 8 à 9 kilos d'hydrogène au 100 km. Donc il faut qu'il y ait une viabilité économique à un moment donné par rapport aux autres énergies, si on veut que cette énergie puisse être viable, tout simplement. Et le troisième facteur, c'est la taxation de l'énergie. On connaît très très bien le modèle de taxation aujourd'hui sur les énergies fossiles. Quel va être demain le modèle de taxation des nouvelles énergies? On parle plutôt d'électricité et de l'hydrogène. Ça, c'est un grand point d'interrogation, puisque si on reconduit les mêmes schémas de taxation, ça va encore d'autant retarder la viabilité économique de ces nouvelles énergies. Gilles, un peu trop tôt pour déterminer des prix, je suppose. Oui, bon, je vous donne un ordre d'idée de 5 fois le prix, mais évidemment le véhicule... Pour l'achat du véhicule. Pardon? Pour l'achat pour l'achat du véhicule. Ouais. Alors après, il faut regarder l'ensemble du TCO. Il y a les coûts de fonctionnement, les coûts d'entretien. L'entretien aussi. Voilà. Par exemple, les véhicules électriques, d'une manière générale, sur un véhicule diesel, le CAPEX, donc le coût d'achat du véhicule, il est relativement faible et l'OPEX est important. D'accord ? Les coûts d'exploitation sont importants. Sur les véhicules électriques, c'est l'inverse. Le CAPEX est important, mais l'OPEX est faible, voire très faible. Ce qui pose d'ailleurs, pour nous constructeurs, ça nous pose des problèmes pour nos réseaux. Parce que quand sur des véhicules électriques, par exemple, vous n'avez plus d'embrayage à changer, vous n'avez plus de frein, parce que pratiquement on utilise le moteur en marche arrière, en tant que génératrice, on fait plus de vidange pratiquement. Voilà, ça c'est une question. Et puis je pense qu'au-delà de ça, à la limite, moi, ce qu'un transporteur m'a expliqué, il m'a dit, mais mets-moi le prix que tu veux sur le camion tant que j'arrive à revendre ce prix. Et la question, c'est de savoir si le transporteur va pouvoir le revendre à son chargeur, et ce chargeur va pouvoir nous le revendre à nous en tant que consommateurs. Est-ce qu'on est prêt, nous, à payer un pot de yaourt 5 fois plus cher parce qu'il a été transporté avec de l'hydrogène? Si la réponse est oui, allons-y. À ce moment-là, on aura quelque chose. Et puis, il y a quand même aussi et tu en as parlé, Jérôme, c'est la fiscalité. Aujourd'hui, vous imaginez un transporteur qui va devoir investir sur un véhicule dont il ne sait pas quelle sera la fiscalité. Il n'y a pas de stabilité fiscale. La fiscalité peut très bien changer. J'ai parlé avec un transporteur suédois. Il transporte l'équivalent de Danone en France, en Suède. Bon. Alors lui, il décide de passer toute sa flotte au biodiesel. Bonne affaire, il a économisé et tout d'un coup le gouvernement suédois change la taxation et son parc devient le parc le plus cher à exploiter de Suède. Vite, il a diversifié son parc. Donc là aussi, il faut que le politique donne d'abord des aides à l'acquisition, ça c'est certain, au moins pour lancer la machine. Après, il y aura des effets de volume, mais qu'on ait une visibilité fiscale qui permette la taxation sera importante, voilà, et puis de savoir comment, en gros, à quelle sauce on va être mangé, et puis sur combien de temps. Mais comme ça permet de s'adapter. Et sauf pareil, je suppose qu'il est trop tôt pour en parler, puisque vous êtes dans une phase d'expérimentation qui va commencer en entreprise. Je pense en fait que c'est bien d'en parler maintenant et de dire où est-ce qu'on est vous êtes des industriels, et où est-ce qu'on va. Je pense que vous y pensez aussi. Voilà. En fait, je le redis, on est encore en phase pionnière. Donc une semi-remorque frigorifique, elle est en moyenne, chez nous, c'est 70 000 €. Celle à l'hydrogène, c'est plus 210 000, donc on est à 280 000. Il est clair que le TCO, mais dans une phase avec des modèles type proto-pré-série, il ne faut pas le chercher maintenant. Pour autant, je tiens à vous dire, parce qu'on est membre de France Hydrogène depuis plusieurs années, d'Hydrogène Europe également, on est vraiment très impliqué dans la filière, que ce soit le gouvernement français ou l'Europe, ils sont pleinement conscients qu'il y a une filière à aider à amorcer.
Et donc les aides, on les aura. On les aura de deux façons. Probablement sur des aides à l'achat et à l'exploitation des véhicules. Mais il y aura probablement aussi des aides inverses, des punitions pour ceux qui émettent du CO2. Aujourd'hui, ça ne coûte rien d'émettre du CO2. C'est un des grands drames d'ailleurs, c'est que ça ne coûte rien. Et donc, ce sont les deux leviers qui vont permettre de changer de modèle énergétique, soit avec l'hydrogène ou l'électrique. Ça coûte rien, oui, enfin, ça dépend. On parlera tout à l'heure, demain, des ZFE. Il y a comme déjà des taxations, Alors, il y a des ZFE, déjà en effectivement, place. Qui vont interdire certains types de véhicules. Donc, mais celui qui roule au diesel aujourd'hui par rapport à celui qui roule à l'hydrogène, il n'est pas pénalisé par rapport à ses émissions de CO2. Et donc, il y a vraiment un travail commun, mais les pouvoirs publics sont pleinement conscients des enjeux. Et ce qu'on espère, c'est que les aides, il y a des appels à projets qui sortent en France avec l'ADEME, qui sortent aussi au niveau européen. Nous, on a proposé la mise en place d'un parc de démonstration européen de semi-remorques à hydrogène avec une semi-remorque à hydrogène par région, ancrée autour d'écosystèmes. Il y a 250 régions en Europe. Voilà, ça, c'est pour amorcer, pour que les clients puissent tester. Et c'est ce type de projet-là qu'il faut accompagner pour amorcer la pompe. Alors, la CEA, dans une étude récente, estimait qu'il faudrait 60 000 poids lourds hydrogène. Je parle bien de poids lourds hydrogène, donc en Union européenne, donc en Europe, pour atteindre les objectifs d'ici 2030, donc moins de 30%, et au moins 1000 stations hydrogène. On en parlera tout à l'heure, bien sûr, des infrastructures. Votre feuille de route, quand on sait qu'il y a déjà des camions hydrogène qui circulent en Europe, avec Aizen et puis avec Hyundai, est-ce que vous n'êtes pas un peu en retard par rapport à ces constructeurs, Jérôme Je ne pense pas qu'on soit en retard. Voilà, c'est la réalité technologique, on va dire, d'accord, de la maturité qu'on a besoin d'avoir sur ces camions-là avant de les mettre à la route. On parle quand même d'hydrogène, hein, on ne parle pas d'air comprimé. Donc c'est quand même une matière qu'il faut manipuler avec précaution. Et puis voilà, quand on fait un véhicule, on s'assure de sa sécurité et de sa sécurité d'utilisation. Et donc ça, voilà, il faut laisser le temps au constructeur d'arriver. Vous n'avez pas peur d'être rattrapé par Aizen, donc américain, sud-coréen, Hyundai, non? Non, ça fait partie de la compétition. Je pense que voilà, forcément, des constructeurs, enfin, ou des transformateurs de véhicules, ils pourront être plus agiles, je dirais, sur des développements unitaires. Quand un constructeur aura une vision beaucoup plus holistique et beaucoup plus complète de sa gamme pour proposer une diversité de produits, une diversité de solutions qui couvre et qui répond à tous les besoins. Donc voilà, c'est pas tout à fait la même approche. Ouais, bon, alors évidemment, oui, Hyundai. Ce sont des questions qu'on se pose. Absolument, ouais, non, mais Hyundai, très bien, c'est des véhicules qui tournent en Suisse, c'est hyper subventionné parce que je crois que ce sont les recettes, une partie des recettes des autoroutes suisses qui permettent de subventionner le fonctionnement de ces véhicules. Bon, très bien. Et Pays-Bas aussi. Alors, si on parle simplement d'hydrogène, oui, ok, de toute façon, nous, c'est les concurrents qui nous rendent meilleurs. Donc, il n'y a pas de problème. Le jour où on aura quelque chose de performant chez les concurrents, ça va nous dynamiser. Si on parle maintenant des réductions de CO2, honnêtement, on est vachement bien placé. Aujourd'hui, ici et maintenant, on sait décarboner à 90%. N'attendons pas. Il y a une telle urgence que nous, c'est pas le fait, l'occurrence de l'hydrogène ou pas, qui va faire qu'on va se sentir bien dans nos baskets. Aujourd'hui, on sait, avec toutes les différentes technologies et carburants alternatifs qu'on peut avoir, et y compris l'électricité, on sait décarboner à 90 voire plus. Il ne faut pas se gêner, il faut y aller maintenant. Et quand l'hydrogène sera mature, viendra dans ces cas-là. La feuille de route, c'est quoi? On repart sur 4-5 ans? Grosso modo, là, on voit à peu près 2035, à peu près les premiers camions vers 2035. Chez Volvo? Les premiers camions Suède, vers 2025 à peu près, à la moitié de la décennie, et puis monter en progression rapide jusqu'à la fin de la décennie, 2030. Alors, avant d'enchaîner sur la deuxième partie, sur le côté infrastructure, si vous avez des questions à poser aux constructeurs, n'hésitez pas, on va vous donner un micro. Alors, je ne sais pas si les hôtesses peuvent venir. Il y en a un là, sinon, qui reste. Profitez-en. Je crois qu'il y a une première question. Bonjour, Bernard Jacob de l'Université Gustave Eiffel. Mais je vous remercie beaucoup de ces présentations. J'ai une question quand même, c'est qu'après une demi-heure de débat, je n'ai pas entendu le moindre chiffre sur le rendement de l'hydrogène.
Or, d'après ce que je sais, pour produire de l'hydrogène vert, c'est l'électrolyse. Et si on considère le rendement de l'électrolyse qui est de l'ordre de 50 à 60%, ensuite la compression et la pile à combustible, le rendement total est de l'ordre de 28%. Ce qui veut dire que quand on a 1 kWh dans le moteur, il faut avoir 3 kWh d'énergie décarbonée à la source. Et ça, quand on fait des calculs, on arrive très vite à voir qu'il faudrait quasiment 20% de production électrique supplémentaire au niveau national pour avoir un parc de véhicules hydrogène totalement efficace. Donc on n'en a pas parlé, je voulais savoir quel était le point de vue des constructeurs et des équipementiers Merci sur pour la cette question-réponse. Non, mais tu as tout à fait raison, Bernard. Sur ce point de vue-là, effectivement, on a besoin on utilise 4 unités d'hydrogène pour en avoir une à la sortie des roues. Il y a un gaspillage qui est énorme. Après, aujourd'hui, on a vécu avec des véhicules, des moteurs diesel. Celui qu'on vient de sortir, il est proche de 50% de rendement. Il y en a quand même la moitié du carburant qu'on utilise qui ne sert à rien à part faire de la chaleur. Mais tu as tout à fait raison sur le principe. Et même sur l'hydrogène en tant que carburant, on sera sur des rendements qui seront très mauvais. Donc on décarbone, oui, parce que c'est de l'hydrogène vert, mais on gaspille énormément. Et ça fait partie aussi des données de l'équation. Oui, c'est pour ça que la solution ne sera pas unique. On ne va pas partir avec uniquement une énergie. On aura vraiment besoin d'un mix énergétique qui pourra répondre à chacune des applications. Et quand on voudra faire du transport zéro émission, vraiment en utilisation, sur de la longue distance, et l'hydrogène saura y répondre. Voilà, je pense que c'est à peu près ça. Christophe, non? Ce qu'on voit se dessiner en fait vis-à-vis de l'hydrogène, puisque ça a quand même été retenu sur des feuilles de route européennes et nationales en tant qu'un des futurs vecteurs énergétiques, avec les avantages et les inconvénients que vous avez cités, que ça peut avoir. Il y a 2 grandes stratégies qui se dessinent au niveau européen sur l'hydrogène. Alors, on ne va pas parler que de vert, on va aussi parler de décarboné, et je vais mettre un pavé dans la mare. L'hydrogène basé sur le nucléaire, quand on a des centrales qui fonctionnent en continu et qui produisent de l'électricité en continu, le surplus d'électricité, fabriquer de l'hydrogène, c'est pas idiot non plus. Donc, dans ces 2 grandes stratégies, il y a des pays qui disent on va importer massivement de l'hydrogène vert fabriqué en Afrique ou en Amérique du Sud. Ça, c'est la stratégie plutôt des Allemands. Et puis une stratégie française qui est plutôt l'indépendance. Native, hydrogène native. Non, hydrogène fabriqué à partir du solaire, par exemple, de grandes centrales solaires, mais pas que. Et puis, il y a la stratégie française qui dit, nous, on souhaite notre indépendance énergétique et donc, on va trouver des solutions pour le faire sur place. Une partie de la solution, c'est ce qu'a annoncé le président Macron la semaine dernière, c'est d'ajouter quelques centrales. Une ou 2 questions encore avant d'enchaîner sur la deuxième partie? Non? Il y a un monsieur là-bas. Allez-y. Oui, j'aurais voulu poser une question parce que moi-même, j'ai fait une installation de production d'hydrogène vert en Aveyron qui va ouvrir récemment. Et on se pose la question parce qu'on sent que ça patine au niveau de la pile à combustible. Excusez-moi, station pour poids lourd hydrogène, non? Oui, poids lourd. Enfin, pour l'instant, je suppose utilitaire, non? Pour le moment, c'est-à-dire elle est prête à ouvrir, mais malheureusement, on n'a pas les véhicules. On n'a pas les véhicules. On a juste quelques petits Kangoo équipés par ces biofuel-cells, mais on attend avec impatience. Alors je me pose la question, je me bats avec mon fils. Mon fils me dit, mais pourquoi l'hydrogène ne peut pas être utilisé dans les moteurs à combustion? Parce qu'il paraîtrait que Caterpillar déjà a avancé là-dessus. Qu'est-ce que vous pensez, vous les constructeurs, de l'utilisation de l'hydrogène dans les moteurs à combustion? Jérôme ou Gilles? On en pense qu'on cherche. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est donc l'hydrogène sur les ICE, les Internal Combustion Engines. Et on fait des recherches pour voir comment on peut l'utiliser, alors soit en tant qu'hydrogène pur, j'ai quelques doutes, mais sinon mélangé avec, l'ithane, donc mélangé avec du CH4, c'est une voie, mais c'est une voie qu'on est en train d'explorer. On est en train d'explorer la même voie, d'accord. Et votre question souligne exactement le fait qu'avoir une infrastructure sans camions, ça ne marche pas, et avoir des camions sans infrastructure, ça ne marche pas non plus. Donc il faut vraiment que les constructeurs travaillent main dans la main avec les fournisseurs d'énergie. Christophe, pour compléter?
Ouais, on est vraiment dans une logique de mise en place de filières autour, donc ce que je disais tout à l'heure, de la production, de la distribution, des usages. Effectivement, aligner tout ça, c'est pas forcément simple, mais il faut continuer, il faut persévérer parce que c'est à ce prix-là que nous arriverons collectivement demain à avoir un réseau avec les stations et que cette technologie, ce vecteur énergétique, au milieu d'autres, puisse prendre pleinement sa place dans le transport. Non, il ne faut pas rêver non plus. Au fur et à mesure que l'hydrogène, la solution pile à combustible va devenir rentable, la batterie deviendra encore plus rentable. Dans le véhicule pile à hydrogène, vous avez une batterie. Et quand on aura des batteries, il y a des nouvelles générations de batteries, on parle aussi des solid state par exemple qui vont arriver, on va avoir des capacités et des puissances massiques ou volumiques qui vont être très intéressantes. Et donc, on va avoir aussi un réseau. C'est toujours l'œuf et la poule. On n'en sortira pas. On l'a vu avec le gaz, on l'a vu avec d'autres énergies. Mais le réseau va se développer. On est tout vraiment dans l'état embryonnaire maintenant, mais il va se développer. Et pour nous, l'hydrogène sera, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, ce sera une des solutions de niche dans certaines applications particulières. Mais ce ne sera pas le carburant, en tout cas, dans ce qu'on en sait aujourd'hui, le carburant miracle qui remplacera tous les autres. Alors, je vous propose de passer à la deuxième partie. Messieurs, je vous invite à laisser la place au suivant. On va passer donc, on parlait d'infrastructure, justement, on va en parler. Merci en tout cas. Je vais demander donc à Christophe Schramm, donc vice-président produits stratégie et marketing Symbio, de venir nous rejoindre. Guillaume Baudrin, donc consultant Equinos, et Christophe Dubruck, chef de marché transport et logistique Life. Donc j'ai oublié d'inscrire le nom de la société. On en parlera dans un instant. Voilà. On va commencer avec vous, Christophe. Vous êtes avant tout, c'est votre métier, donc on va dire producteur de piles à combustible. Producteur d'hydrogène. D'hydrogène, pardon, c'est ça. Donc en fait, alors non, c'était l'autre Christophe, en fait, Christophe Schramm. Voilà, changer de Christophe pour les piles à combustible, ce sera mon voisin. C'est Christophe Schramm. Voilà. Christophe, donc je parlais bien de vous, donc producteur donc, de piles à combustible. Avant tout sur les utilitaires, les camions aujourd'hui aussi. Absolument. Donc bonjour à tout le monde, je suis content, merci d'avoir fait référence à la Kangoo parce que c'est notre histoire. Symbio, comme vous le savez peut-être, c'est une start-up qui a démarré en 2010, notamment avec un business model de rétrofit de Renault Kangoo. On en a vendu 250, on a accumulé 4 millions de kilomètres. On continue à faire ce rétrofit, mais ce n'est plus notre business model principal. On est aujourd'hui une JV Forestia Michelin. Et on connaît une incroyable accélération depuis, je dirais, 2-3 ans. Et effectivement, on est en train de développer une gamme complète de systèmes de piles à combustible, du 40 kW qui va équiper très prochainement un véhicule utilitaire léger, le premier de série au monde avec Stellantis, et jusqu'au 300 kW qui est le système nécessaire pour des 44 tonnes tractées. Et vous allez passer l'étape aussi avec les bus et les poids lourds, on y revient dans un instant. Absolument, tout à fait. Avec les bus, c'est avec Safra. Oui, tout à fait. Donc on a un partenariat avec Safra. Donc vous êtes déjà dans le véhicule industriel, là vous commencez à... Tout à fait, et on discute avec de nombreux autres OEM, à la fois du bus et du poids lourd. Et bien sûr aussi dans le domaine véhicule utilitaire. Alors parlons du poids lourd, c'est la prochaine étape ? Le poids lourd, je dirais, ça commence déjà, cette prochaine étape. On a un premier démonstrateur qui a été présenté à un salon en septembre sur un véhicule 44 tonnes avec 170 kW de pile à combustible équipé de la technologie Symbio, 40-50 kg d'hydrogène, plus de 500 km d'autonomie, qui va commencer à rouler l'année prochaine. Donc on pense que c'est déjà la réalité. On commence. Bien sûr, avec des démonstrateurs, mais la technologie, en tout cas, est démontrée. Alors qu'on comprenne bien, quand on passe de l'utilitaire, enfin de la voiture, l'utilitaire au bus et ensuite au poids lourd, de grandes différences pour la pile à combustible ? Bien sûr, il y a une question de puissance. Donc il faut des systèmes plus grands. Il y a bien sûr donc, la question de la compacité et Symbio, depuis toujours, a travaillé sur des systèmes pour des applications automobiles. Donc la compacité, c'est vraiment ce qui nous distingue. C'est le nombre de kilowatts que vous réussissez à mettre dans un litre de volume. Et puis après, il y a toute la question de la gestion thermique, comme c'était évoqué. Il y a un défi de gestion thermique. Là aussi, on pense pouvoir offrir des solutions intéressantes. On travaille notamment pour aller vers des températures d'opération plus élevées qui permettraient de réduire le besoin de refroidissement. Et enfin, il y a une question bien sûr d'efficience.
qui est celle avec des véhicules lourds, vous roulez beaucoup plus longtemps. On parle de plus d'1 million de kilomètres. Donc bien sûr, moins vous consommez d'hydrogène au kilomètre parcouru, plus le TCO, donc le coût global de votre système sur la durée de vie sera intéressant. Et donc ça, c'est vraiment les trois grands sujets sur lesquels on travaille. Au-delà de ça, bien sûr, après, le coût de notre système. On a une roadmap très ambitieuse, facteur 10, réduction du coût. Déjà fixé. Et on est lancé avec une usine qui devrait voir le jour fin 2023, pas très loin d'ici, à Saint-Fond, et qui sera parmi, si ce n'est la plus grande usine de piles à combustible en Europe. Véhicule ou pour tout véhicule. Parce qu'il y a bien sûr. Notamment poids lourd. Non. Il y a, si vous voulez, la technologie de base est la même. D'accord. Donc les cellules, le stack et tout un tas de composants autour du stack sont bien sûr en synergie. Donc entre ce que nous allons fabriquer pour un fabricant de véhicules utilitaires légers ou un constructeur de camions, il y aura des synergies. Donc ça sera la même usine. Bon, je suppose que vous ne travaillez pas seul, vous travaillez avec des constructeurs poids lourds aussi? On travaille avec des constructeurs poids lourds. On est en discussion, notamment cette semaine, avec un certain nombre d'entre eux. Et comme je le disais, on a fait ce premier démonstrateur avec Kamaz, qui est un constructeur russe. Mais on travaille également avec les Européens, Green GT pour justement développer d'autres systèmes en Europe. Alors en préparant donc cette conférence, vous me disiez que les exigences étaient différentes, on voyait déjà sur le concept, et également en termes de durabilité, le profil d'usage est exigeant pour les piles à combustible. Oui, absolument. Aujourd'hui, pour un véhicule utilitaire léger, 7000 heures, c'est ce qui couvre la durée de vie du véhicule. Pour un camion, on est plutôt à 20 000, voire 30 000 heures. Donc effectivement, là, il y a un énorme défi de durabilité. On pense pouvoir répondre à ce défi. Donc aujourd'hui, les systèmes qu'on développe, que ce soit 150 kW ou 300 kW, c'est des systèmes à 20 000 heures. On travaille à aller au-delà, mais on pense que ça répond aux besoins de nos clients. Alors il y a quand même des différences, notamment les différences de stockage, puisque les poids lourds roulent beaucoup plus sur des distances beaucoup plus longues. Stockage, donc des contraintes d'espace concernant les piles à combustible. Oui, je mentionnais donc la question de la contrainte d'espace, notamment dans un grand camion, c'est à peu près, on parle de 900 litres qui sont vraiment l'espace disponible pour le système. Donc c'est faire rentrer dans cet espace un système de 300 kW avec le compresseur, le DC-DC, tous les autres composants clés de ce système. Donc ça c'est notre spécialité. Et bien sûr, moins on consommera d'espace pour cette partie du système, mieux ça sera pour la question du stockage. Aujourd'hui, le stockage, lui, sera plutôt derrière la cabine. En tout cas, c'est ça les architectures qu'on voit le plus souvent. Et bien sûr, il faut travailler, ça a été déjà mentionné, sur le comprimé et demain peut-être le liquide pour répondre aux besoins d'autonomie. Alors vous disiez, en termes de coûts, donc vous voulez commercialiser assez vite, mais comment vous allez faire si il n'y a pas de camion, il n'y a pas de véhicule? Alors, je pense, si vous me permettez, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, quand nous on parle à la fois avec des constructeurs et des utilisateurs finaux, gestion de flotte, la demande des gestionnaires de flotte, elle est là, elle est présente, elle est réelle. C'est maintenant. Il y a la contrainte CO2, il y a la contrainte émission de particules fines, il y a la contrainte bruit qui a été mentionnée. De plus en plus de grandes villes disent moi, la livraison à 5 h du matin chez Carrefour City, avec un camion qui fait autant de bruit, ça pose problème. Donc toutes ces contraintes-là font que les utilisateurs des camions attendent des solutions. Alors, on a entendu le débat pour savoir est-ce qu'il y a un retard de certains par rapport à d'autres constructeurs. Nous, on pense que clairement 2025, c'est la date de démarrage. Donc, on est parmi ceux qui disent que c'est oui. Dans 4 ans, quoi. Absolument. Et quand je dis 2025, c'est effectivement des volumes qui seront déjà significatifs. On a publié avec la PFA une note, enfin publié, on a travaillé avec la PFA sur une note qui donne des trajectoires pour les véhicules à hydrogène pour la France. Donc on pense qu'à l'horizon 2025, il pourrait y avoir jusqu'à 1000 camions en France et à l'horizon 2030, à peu près 10 000, ce qui serait d'ailleurs en phase avec les chiffres que vous avez mentionnés. Guillaume Baudrin, on va parler donc d'infrastructures. Vous travaillez déjà sur tout ce qui concerne les infrastructures pour les
l'électrique et le gaz, il y a des projets concrets pour les stations hydrogène en Europe et en France. Oui, effectivement. On parle de concret, là. Ouais, moi, je ne travaille pas exclusivement sur l'hydrogène, hein, je tiens à le signaler. Donc, effectivement, électrique, beaucoup de GNV depuis quelques années. Et maintenant, l'hydrogène. Il y a une très forte effervescence en ce moment sur le sujet. Juste me permet de prendre un peu de recul, comme a fait Gilles tout à l'heure. Je trouvais que c'était intéressant. Et je vais compléter du coup sur l'aspect climat. Juste pour dire, effectivement, on parle de transition énergétique. Avant ça, je pense qu'on connaît des manières de faire baisser les émissions du transport de marchandises qui sont faciles et qui sont accessibles sans passer par des technologies complexes. C'est déjà peut-être de diminuer les consommations, de consommer plus durable, de consommer plus local aussi. Ça veut dire moins de poids lourds sur les routes. Bon, ça plaira peut-être pas aux constructeurs. Mais je pense que ça, c'est un point qui est vraiment primordial d'abord, la sobriété. Et deuxièmement, quand on commence à réfléchir hydrogène, on commence effectivement à réfléchir sur l'infrastructure. C'est des infrastructures qui sont très coûteuses, complexes à mettre en œuvre. Et quitte à penser infrastructure, quelles infrastructures mettre en œuvre? Pourquoi pas aussi repenser aux fret ferroviaires? Pourquoi pas penser aux autoroutes électriques, hein, Gilles en parlait tout à l'heure. Donc le principe, juste très rapidement, hein, c'est d'alimenter en continu des véhicules via soit un rail au milieu, soit une caténaire, soit par induction. Ce qui permet de diminuer drastiquement la taille des batteries. Donc on est sur des véhicules électriques. Et là, du coup, on a un gain au niveau du coût des véhicules et un gain en termes de matière sur des matériaux rares et complexes à extraire, avec toutes les problématiques dont on n'a pas trop parlé quand même sur les matériaux. Je pense qu'il faut l'avoir en tête. Donc, alors, revenons aux infrastructures. Très grosse effervescence. Moi, j'accompagne des collectivités, notamment sur les appels à projets ADEME. Donc effectivement, depuis les annonces du gouvernement, il y a maintenant un peu plus d'1 an, tout le monde s'agite un petit peu pour faire son étude d'écosystème hydrogène, pour savoir à l'échelle de son territoire qu'est-ce qu'on est capable de faire, quoi en termes de consommation, etc. Et c'est pas évident parce que les consommations, c'est difficile de les sécuriser. On a parlé des surcoûts, ils sont quand même considérables. Quand on parle d'acteurs privés et de transporteurs, c'est clair que c'est très difficile à assumer ces surcoûts. On parle aussi de l'industrie. Je reviens là-dessus juste, je pense qu'effectivement il faut prioriser les besoins, et dans l'industrie il y a des utilisations où on aura besoin de l'hydrogène, où il n'y a pas d'autre solution. Donc là c'est vraiment important de s'y mettre. Et du coup ces écosystèmes-là, la complexité, c'est de trouver les usages et de les sécuriser. On parle aussi du ferroviaire. Là, c'est des grosses consommations. Ça permet de justifier des stations. Parce qu'on l'a dit un petit peu déjà, ce qu'il faut, c'est arriver à massifier. Ce qu'il faut, c'est qu'on ait des installations suffisamment importantes pour faire diminuer les coûts de production. Et je pense que Life en parlera. Les lieux seront importants aussi, je suppose. Pardon ? Les lieux des stations. Exactement. Et ce qui n'est pas évident, c'est que parfois, le lieu de production qui peut être intéressant, c'est à côté d'électricité renouvelable. Et les lieux de consommation sont à d'autres endroits. Donc il y a aussi des problématiques de transport qui est coûteux, qui est complexe à mettre en œuvre. Vous appelez des problématiques de partage, c'est ça? Notamment pour l'hydrogène. Partage des usages, vous voulez dire? Problématique de partage justement, parce qu'il y a du transport pour l'hydrogène, ce que vous disiez. Ouais. Ça, je voudrais qu'on en parle, c'est important également, la différence par rapport aux autres énergies. Ouais, effectivement. Quand on travaille sur le gaz naturel pour véhicules, par exemple, on a l'avantage d'avoir le réseau gazier GRDF aujourd'hui qui est très bien maillé en France. Du coup, c'est vrai que créer une station, c'est a priori facile, on a généralement le réseau à proximité. Quand on est sur une station électrique avec des chargeurs électriques, c'est la même chose, on a un réseau Enedis. Là, effectivement, sur l'hydrogène, on a deux solutions. Soit on a des stations qui incluent de la production, donc on va se raccorder avec de l'électricité et on va produire sur site. Le problème, c'est que les prix des électrolyseurs sont très loin d'être linéaires, donc tant qu'on n'atteint pas une certaine taille critique, le prix de la molécule derrière, il va être très cher. Tout à l'heure, on parlait de 10 €. Dans les faits, sur les stations, à moins de 12 €, bon, c'est un peu compliqué. Production sur station, c'est quasiment 2 fois plus cher. Ouais, voilà. Donc, l'autre option, c'est de massifier et d'avoir des sites de production conséquents, raccordés en direct sur des énergies renouvelables pour faire aussi baisser les coûts. Ça évite de payer les frais d'acheminement de distribution. Et dans ces conditions-là, on a un hydrogène qui baisse. Mais par contre, effectivement, derrière, il faut l'acheminer
vers des lieux de consommation qui ne sont pas toujours au même endroit. Et là, c'est complexe parce que du coup, il faut comprimer déjà dans un premier temps pour mettre ça dans un poids lourd et transporter à 200, 300, 400 bars. Hein. Ça, c'est en évolution. Et c'est quand même pas des très grosses quantités d'hydrogène au final qu'on transporte avec ces camions-là. Et l'amener vers une station seule qui fait que de la distribution pour distribuer vers des véhicules. Voilà. Ça, c'est un peu effectivement une complexité pour que ces écosystèmes puissent voir le jour. Rassembler les sites, c'est ce que demande l'ADEME d'ailleurs dans les projets. Et effectivement, et l'ADEME, ils sont très vigilants là-dessus, heureusement, parce que l'idée, justement, c'est de ne pas éparpiller les deniers publics. Et c'est un peu ma crainte personnellement, c'est de voir beaucoup de projets se développer, mais qui n'ont pas de viabilité économique, et que quelque part, nos impôts vont dans des projets inutiles. C'est un peu bête. L'ADEME, ils sont vigilants là-dessus au niveau des critères d'affectation des subventions. Et l'idée, effectivement, c'est pas de raisonner petit territoire par petit territoire. Et parfois, il y a un peu cette volonté des élus de s'afficher et une sorte de compétition un peu malsaine. Voilà. Heureusement, il y en a beaucoup quand même qui commencent à décloisonner et qui vont chercher les autres territoires autour, qui se rassemblent et qui disent bon, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Moi, j'ai des énergies renouvelables avec peut-être des capacités de production qui ne sont pas utilisées ou pas intéressantes à certaines heures. On peut faire de l'hydrogène. Et à côté, on a des usages sur des bennes à ordures, par exemple, des bus ou des poids lourds. Alors justement, parlons de concret. Vous avez réalisé, je crois, une étude de faisabilité d'un écosystème au sud de Rennes. Pouvez-vous nous en parler? Parce que là, justement, sur l'hydrogène, c'est ça? Oui, tout à fait. Donc c'était le territoire, c'était la communauté de la Roche-au-Fée. Ensuite, un territoire très grand, ni très dense, on va dire. Avec Lactalis et Veolia, c'est ça? Effectivement, oui, tout à fait. Donc il y avait effectivement l'idée de s'implanter à côté d'un énorme site Lactalis. Qui potentiellement avait des besoins en termes de poids lourds pour la collecte de lait, etc. Donc beaucoup de poids lourds à faire fonctionner. Seulement quand on a commencé à discuter des prix à la fois des véhicules, subventions comprises, parce que dans les aides de l'ADEME, il y a des subventions pour les véhicules, et du prix de la molécule, la personne en face a vite expliqué que ce serait peut-être pas sa priorité que de passer à l'hydrogène. Et effectivement, ces industriels, c'est pas, ils ont pour certains des ambitions environnementales au-delà des obligations qu'ils ont, mais pour autant, ils sont pas forcément prêts à non plus faire n'importe quoi avec leur parc. D'autant que souvent aussi, ils ont envie d'avoir un parc assez homogène et commencer à faire une expérimentation sur un poids lourd, deux poids lourds, vis-à-vis de leurs ateliers, vis-à-vis de... Voilà, c'est compliqué, quoi. Donc après, il y avait d'autres acteurs qui étaient intéressés, mais plus sur des petits véhicules. Le problème, c'est que les petits véhicules, ça ne justifie pas la mise en place d'une production et d'une distribution. Et on avait sur ce territoire, et c'est ça qui créait un peu la volonté d'aller sur cette étude, un train à hydrogène, un TER potentiellement, donc avec une ligne qui aujourd'hui roule au gasoil. Donc il y a aussi cette perspective, donc il y a le train Alstom, mais en fait en discutant avec la région qui est opérateur là, sur ces lignes-là, on s'aperçoit que c'est pas si simple, parce que les temporalités d'appel d'offres sur les trains, il faut raccrocher les wagons. Eux, ils sont avec du matériel qui n'est pas Alstom aujourd'hui, donc ils n'ont pas forcément vocation à passer sur du Alstom. Et surtout, ils ont d'autres lignes qui sont décarbonables plus facilement avec de l'électrique batterie. Voilà. Il faut vraiment regarder l'ensemble et voilà. Et au final, cet écosystème-là, pour l'instant, on est un peu en stand-by et on essaie justement de mutualiser avec d'autres collectivités autour. Et juste un dernier point qui est intéressant qu'on a étudié, c'est la production d'hydrogène, pas par électrolyse, mais par pyrogazéification de biomasse. On en parle moins, mais c'est aussi une possibilité, alors qui est moins mature. La problématique, c'est que quand on est sur de la biomasse, il y a toujours ces questions sur les ressources. Sur le bio-GNV, c'est la même chose, on parle de biométhane. Quid de la ressource en biométhane en 2050, mais voilà. Mais à part ça, c'est quand même des process où on a aussi un coût de molécules derrière qui peut être intéressant. Potentiellement valoriser de la biomasse locale qui est mal utilisée, et là on pensait à de la biomasse bocagère sur ce territoire, et puis derrière ce qu'on appelle des coproduits, qui sont des produits en plus de l'hydrogène, et en l'occurrence avec la pyrogazéification, on obtient ce qu'on appelle du biochar, qui est une sorte de charbon naturel, qui derrière peut être utilisé pour beaucoup de choses, notamment en agronomie, en chaleur, ou si on le traite en charbon actif, on peut l'utiliser pour traiter de l'eau, pour traiter du gaz. Voilà. Juste en deux mots avant de passer la parole à Christophe Dubruck. Cette énergie, donc nouvelle énergie hydrogène, la différence par rapport aux autres énergies, c'est différence de pression, il y a également le problème de sécurité. Ouais. Alors l'électrique, je passais très rapidement dessus. Pour le coup, un chargeur électrique, c'est assez simple, aussi bien en termes de techno que de maintenance.
Le GNV, ça fait maintenant 10-15 ans, 15 ans qu'on roule avec du GNV, au début sur des bennes à ordures, des bus, maintenant beaucoup de poids lourds. Ça a été compliqué sur le GNV. On est passé par des périodes où il y a quand même besoin de fiabiliser les installations, beaucoup d'acteurs qui apparaissent, d'autres qui disparaissent. Mais on est sur des pressions qui sont moindres, hein. On est aux alentours de 250 voire 300 bars sur des stockages. Ici, on parle de 350 voire 700. Et au niveau des stockages, on est plutôt aux attentes de 1000 bars si on veut distribuer à 700 bars. Et une molécule qui est toute petite par rapport au méthane, donc plus de fuite. Et qui dit fuite dit danger industriel, puisque c'est une molécule qui est très inflammable et explosive. Donc c'est clair que là-dessus, il y a quand même un gros warning sur le développement et la multiplication des sites. Et là-dessus, la DREAL, hein, qui est l'entité qui s'occupe de surveiller ces installations dites classées, est quand même très vigilante. Et on est vraiment au tout début. Donc en fait, très rapidement, dès qu'on a plus d'1 tonne de stockage sur un site, on passe dans un niveau d'autorisation, ce qu'on appelle. Et donc là, c'est des démarches administratives qui sont quand même lourdes. Et c'est des choses qu'on n'a pas en gaz naturel pour véhicules, par exemple. Et une dernière chose aussi, c'est que, en plus de toutes ces problématiques de pression, de taille de molécules, on doit aussi refroidir le gaz pour pouvoir le remplir les véhicules de manière rapide. Donc ça pose aussi un certain nombre de problématiques supplémentaires. Et tout ça, du coup, se répercute sur le prix des stations, hein, qui est quand même vraiment conséquent aujourd'hui, plus cher qu'en GNV. Et quand on parle de stations hydrocarbures liquides, là, on est très loin. Et ça se répercute aussi sur le coût de la maintenance, avec quand même un petit peu des incertitudes, puisqu'on n'a pas beaucoup de stations aujourd'hui, et pas forcément beaucoup d'acteurs maillés sur le territoire capables de maintenir. Voilà. Mais ça, je pense que Life en parlera mieux que moi. Alors, Christophe Dubruck, vous êtes chef de marché transport et logistique chez Life. Vous produisez de l'hydrogène. Vous dites d'ailleurs même que c'est possible de produire l'hydrogène donc, en quantité industrielle, vous allez nous en parler. Je voudrais juste qu'on commence sur la définition d'hydrogène verte. Oui. Alors, et puis d'expliquer également le procédé que vous utilisez pour produire l'hydrogène. Oui, je vais vous expliquer ça. Avec plaisir. Donc, merci déjà de l'invitation, Hervé. Alors, en préambule, je suis très heureux d'être là déjà. Je suis à l'écoute tout à l'heure des échanges et j'entends beaucoup de problèmes. Alors on est très français, on aime bien se créer des problèmes, ouais, c'est super. Donc moi je suis heureux d'être là parce que je vais me permettre aujourd'hui de parler de la solution que l'on peut apporter sur l'hydrogène et qui fera partie du mix énergétique. Et on n'est absolument pas, ni même chez Life parce que c'est notre cœur de métier, on n'est absolument pas en train d'expliquer que l'hydrogène sera la solution une et unique, mais elle fera partie d'un mix demain. Et si on prend un tout petit peu de hauteur, et promis Hervé, je réponds à la question après, on parle de modifier toute la production d'énergie dont on a besoin dans nos foyers, dans nos entreprises, dans nos industries, etc. En France, on a la particularité, vous choisissez si c'est la chance ou pas, mais en tout cas la particularité d'avoir le nucléaire. Donc on est habitué à avoir des centrales qui n'émettent pas de CO2 et qui permettent de produire un courant continu toute l'année avec un confort extraordinaire. Ce n'est pas le cas de tous les pays, loin de là. Très loin de là. Et aujourd'hui, quand Tesla vend des voitures en Allemagne, c'est très bien dans les centres-villes, mais ça ne fait pas avancer du tout la transition énergétique, puisque vous avez un réseau de production d'énergie qui est extrêmement carboné. Donc si on veut aller vers quelque chose qui soit vraiment efficace, déjà il faut avoir notre vision française, mais il faut aussi avoir notre vision européenne et mondiale, puisque si nous on réduit de 50% nos émissions de CO2, la France est un beau pays, mais ça n'est que la France. Donc il y a aussi tout le reste de la planète à décarboner. Pour aller sur le sujet hydrogène, la définition. L'hydrogène, la définition, c'est quoi? C'est une molécule, c'est un atome qui est le plus petit de l'univers. Il y en a partout, l'hydrogène. On en a plein le corps de l'hydrogène. Il y en a dans l'air, il y en a dans l'eau, beaucoup. Il y en a dans le gaz, il y en a partout. En fait, cette molécule, elle a la particularité d'être toujours attachée à une autre. Elle n'est jamais toute seule, sauf dans quelques cavités qui ont été identifiées dans le monde, mais elle est toujours associée à une autre molécule. Donc quand on vient fabriquer de l'hydrogène, en fait, on vient simplement l'extraire ou le séparer de l'autre atome auquel il est attaché ou des autres atomes auxquels il est attaché. Donc aujourd'hui, quand on parle d'hydrogène vert ou renouvelable, c'est de l'hydrogène qui est fabriqué à partir d'eau. Donc on vient faire un procédé qu'on appelle l'électrolyse de l'eau. Vous allez entendre parler de ça de plus en plus. Souvenez-vous du collège, hein, on injecte un courant électrique dans de l'eau, ça fait des bulles, et dans ces bulles, vous avez une partie d'oxygène et une partie d'hydrogène. On part de H2O
pour faire O2 et H2 d'un côté comme de l'autre. Expliquez le système précisément. Alors pour expliquer le système, en tout cas le système qu'on a choisi chez Life, parce qu'encore une fois il y a plein de façons de trouver et d'obtenir de l'hydrogène. Ce qu'on a choisi chez nous, c'est d'être pragmatique, de se dire quelle est la solution qui aujourd'hui permet d'adresser cette attente qu'on a évoquée tout à l'heure côté constructeur sur l'hydrogène en se trompant pas de sujet, c'est-à-dire en ne produisant pas plus de CO2 qu'on veut en éviter. Cette technologie qui est mature, c'est l'électrolyse, et pour faire l'électrolyse de l'eau, il faut beaucoup de courant énergétique, il faut beaucoup d'électricité. Donc, on va encore un peu plus loin dans le sujet. Quelle électricité on veut pour alimenter nos électrolyseurs? Ce qu'on veut chez Life, c'est de l'électricité 100% renouvelable. Aujourd'hui, vous pouvez faire de l'électricité renouvelable, en tout cas, vous en procurez de deux façons. Vous pouvez vous en procurer sur papier, c'est-à-dire que vous êtes branché au réseau et vous achetez des garanties d'origine pour dire « Regardez, mon électricité est verte », sauf que si vous êtes à 50 bornes de la centrale de Cordemais, ce qui est notre cas en Bretagne, vous êtes sur une centrale énergie fossile et donc vous n'êtes pas du tout sur des électrons verts. L'autre façon, c'est de se brancher directement à des actifs de production d'électricité renouvelable, tels que des parcs éoliens, des champs photovoltaïques, des unités de production d'hydroélectricité, des unités de valorisation énergétique de déchets, par exemple, qui produisent du courant. Toutes ces énergies qui sont considérées comme renouvelables sont éligibles pour nous pour fabriquer l'hydrogène vert. Et la particularité qu'on a chez Life, c'est qu'on est les seuls aujourd'hui à brancher directement des électrolyseurs, donc des unités d'électrolyse de taille industrielle, directement à des éoliennes, par exemple. C'est ce qu'on fait aujourd'hui déjà dans l'ouest de la France, en Vendée. On est nantais à l'origine chez Life. Et on a un premier site qui est déjà en exploitation en Vendée, à Bouin, au large de Noirmoutier, pour ceux qui connaissent. Et donc, sur ce site-là, on est en bord de mer, donc on est en environnement presque semi-marin. On a des éoliennes qui ont un foisonnement très intéressant, puisqu'elles sont sur les côtes, donc elles sont très animées par le brassage du vent côtier et marin. Donc elles ont un taux de fonctionnement annuel qui est très bon. On est branché physiquement avec un câble à ces éoliennes, et ça c'est vraiment ce qui fait que c'est une première mondiale, parce qu'aujourd'hui tout est équilibré via le réseau électrique. Nous on va plus loin que ça. Pour parler en langage alimentaire, on est en direct producteur, et on vient chercher l'électron à sa source pour qu'il soit intrinsèquement vert et intrinsèquement renouvelable. Cet électron, il vient se combiner avec de l'eau, pas n'importe quelle eau. Là encore, on choisit d'être le plus vertueux possible. On va prendre de l'eau de mer. En fait, l'endroit où on est, ce sont des polders, donc c'est des terres qui ont été gagnées sur la mer. Et on est à 100 mètres de la côte, et sous le sol, il y a de l'eau de mer. Donc on vient faire un forage. Si vous venez nous voir un jour en Vendée à Bouin, on est toujours très amusé de ça. Le forage, vous avez une pompe d'eau qui est dessus, qui fait la taille d'une pompe de jardin. Ce que vous avez chez vous pour extraire l'eau du puits, c'est pas plus gros que ça, parce qu'en fait, on n'a pas besoin d'énormément d'eau pour fabriquer l'hydrogène. Et ensuite, cette eau, elle est dessalée, elle est purifiée, elle est combinée avec les électrons verts des éoliennes dans cette fameuse machine qu'on appelle l'électrolyseur. Et c'est cette machine-là qui permet, par une réaction électrochimique sur des membranes métalliques, c'est en fait le fonctionnement de la pile à combustible, mais à l'envers, pour faire très très court. On vient séparer ces molécules H2O. Donc d'un côté, bien sûr, on va récupérer l'hydrogène qui nous intéresse pour aller alimenter tous les usages qu'il va pouvoir adresser demain, dans la mobilité lourde, dans la mobilité intensive, dans l'industrie, dans la mobilité transport de passagers, dans l'aviation, voilà, plein de sujets pour nous. Et je termine là-dessus. L'autre produit, le coproduit de cette usine, c'est de l'oxygène. Donc demain, ça veut dire qu'en faisant fonctionner un camion qui va consommer grosso modo 10 kg au 100, nous, le procédé de fabrication d'électrolyse de l'eau génère 8 kg d'oxygène pour 1 kg d'hydrogène fabriqué. Ça veut dire que quand vous faites rouler un camion sur 100 km, vous pouvez faire le choix, dans quelques temps, d'émettre une centaine de kilos d'oxygène dans l'atmosphère plutôt qu'une centaine de kilos de CO2. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui, pour nous, est tout à fait prometteur. Je reviens sur cette notion de production en quantité industrielle, c'est-à-dire si demain donc les camions hydrogène roulent, vous allez pouvoir produire assez de quantité d'hydrogène pour poids lourds, enfin, oui, mobilité lourde en général. Ce qui est complexe, c'est la concordance des temps en fait. C'est-à-dire que techniquement, on sait faire. Simplement, tout le monde s'attend. Et après, vous avez des tensions sur l'élastique qui sont plus ou moins fortes en fonction de qui vous adressez. Si vous adressez aux collectivités, vous avez vu les plans européens, français massifs qui sont là pour lancer la filière.
les élus voudraient déjà voir des centaines de bus et des centaines de camions dans nos rues. Et c'est bien normal. Les constructeurs se disent « Ouh là là, attendez, on n'a pas fini de faire l'amélioration de nos moteurs thermiques. L'électrique, hydrogène, on verra ça plus tard. » Certains sont beaucoup plus avancés. Il y a des équipementiers qui sont un peu plus disruptifs et qui se disent voilà, allons-y sur cette filière-là parce que c'est l'avenir. Et quand on voit les objectifs de réduction de gaz à effet de serre pour 2025, 2030, 2050, il est vraiment pas trop tôt pour commencer à déployer ce type de véhicule. Même si on n'en fait que 50, il y a 500 000 poids lourds en France. Allons-y. Il faut qu'on commence puisque 2025, c'est juste demain. Si on parle de développer un véhicule, construire de l'infrastructure, monter des stations, faire des unités d'électrolyse de l'eau, etc., on ne va pas le faire en 6 semaines. Donc il faut commencer tout de suite pour apprendre déjà. On en a besoin énormément. Tout est nouveau. Le gaz, l'électricité, comment on fait ça? Nous, on fait un métier de gazier, clairement. On a besoin d'électricité, mais on fait un métier de gazier. Il faut transporter l'hydrogène. Dans un premier temps, on attend après l'utilisation des réseaux spécifiques hydrogène qui viendront aux côtés des réseaux de gaz. Chez Life, on est très clair là-dessus. On considère qu'on va passer vertueux à fabriquer l'hydrogène renouvelable pour le mélanger avec du méthane qui vient de l'autre bout de la planète dans les réseaux. Donc l'idée, c'est qu'on ait vraiment des pipelines d'hydrogène spécifiques. Et cette quantité d'hydrogène qu'il faudra demain pour adresser les 60 000, 100 000, 1 million, 200 millions de véhicules hydrogène, on ne sait pas combien il y en aura. Chacun va prendre sa place entre la batterie, entre le biogaz, entre l'hydrogène. Et notre ambition chez Life, elle est double. C'est d'aller produire massivement de l'hydrogène demain en mer. On aura déjà un démonstrateur en 2022 au large de Saint-Nazaire, du Croisic, qui sera connecté à une éolienne flottante. On aura un électrolyseur sur une plateforme flottante pour commencer à apprendre, encore une fois, ce type de production. Et c'est quand on sera offshore qu'on pourra produire de l'hydrogène dans des quantités gigantesques avec une ressource d'eau infinie et des parcs éoliens offshore de très très forte capacité qui nous fourniront les électrons verts dont on a besoin. Et derrière, on a besoin du réseau de gaz pour aller acheminer cet hydrogène à terre et le distribuer finalement dans les stations-service, parce que là on aura des quantités telles que de le transporter par la route deviendra pas approprié. Alors vous avez lancé donc la production d'hydrogène vert, ce que vous disiez. Pour qui, pour l'instant, puisqu'il n'y a pas de camions qui roulent? Alors, il y a des camions qui arrivent. Figurez-vous qu'il y a des gens qui sont très malins et qui vont plus vite. Parce que vous parlez de Hyundai, bien sûr. Il y a Hyundai, mais on va, en tout cas dans l'ouest de la France, Hyundai n'est pas encore présent. Les véhicules qu'on va alimenter aujourd'hui, c'est principalement des bus, des bennes à ordures, et les premiers camions hydrogène électriques rétrofités, qui sont fabriqués en Vendée d'ailleurs, qui sont rétrofités en Vendée. Cette filière-là est intéressante aussi. Je vous invite à regarder ce que fait Ineo, Green GT, bien sûr, qui arrive également, et qui propose une autre vision. En fait, c'est très étonnant les échanges qu'on a aujourd'hui, parce qu'on peut se projeter. Je ne l'ai pas vécu. Vous remarquez, au début du siècle dernier, on se dit mais qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va faire de l'électrique? Est-ce qu'on va faire du diesel? Est-ce qu'on va faire de l'essence? Voilà. Et Jérémy, chez Ineo, par exemple, il y a cette vision de dire on va séparer le châssis du véhicule de son groupe motopropulseur. Et le groupe motopropulseur électrique hydrogène, il aura une durée de vie plus longue que son châssis. Voilà comment il voit les choses sur le rétrofit. Et donc on peut imaginer que on prolonge comme ça la durée de vie d'un véhicule, qu'on gagne sur le bilan carbone de la fabrication du châssis du véhicule, etc. Et qu'on ait une chaîne complètement vertueuse demain sur le rétrofit. Donc on va alimenter ce type de véhicule au départ, des véhicules légers, également. Un autre secteur qui est connexe au secteur du transport qui nous anime ici, c'est le secteur de la logistique. Donc on va aussi alimenter des chariots élévateurs qui fonctionnent à l'hydrogène pour des raisons environnementales d'une part, et également pour des raisons de productivité, parce qu'en fait à petite échelle on retrouve tous les avantages qu'on a sur les camions, temps de recharge très court, fonctionnement plus long et autonomie plus importante. Avant de passer à des questions importante, le coût. Le coût aujourd'hui, donc l'écosystème qu'on est en train de déployer en Vendée, on va avoir les stations-service vont distribuer l'hydrogène progressivement de 12 vers 10 €. Donc on est en 2021, encore une fois, c'est tout nouveau. Chaque pièce qui est déployée aujourd'hui est un prototype quasiment, donc tout est cher. Mais si on imagine que demain on adresse des écosystèmes beaucoup plus grands avec des tailles de production beaucoup plus grandes, aujourd'hui on est sur des projets qui augmentent puissance 10 chaque fois qu'il se passe 6 mois.
Donc là où on raisonnait sur 10 mégawatts il y a encore un an, aujourd'hui on est plutôt sur des échelles de 100 mégawatts, ce qui est à peu près 50 fois la production qu'on est en train d'installer en Vendée. Donc on a une économie qui va arriver par la massification. Et là on est déjà en train aujourd'hui de répondre à des appels à projets avec des écosystèmes qui permettront de passer sous la barre des 9 € à la pompe en distribution d'hydrogène. Et on sait déjà que la perspective des 6 € serait atteignable autour de 2030. Messieurs, merci. Donc on voit que c'est pas simple, on aura l'occasion d'en reparler. Est-ce qu'il y a des questions avant de conclure cette conférence? Pas trop avec le... Non? Pas de questions? Bon, en tout cas, je vous remercie. Merci à tous. Et je vous invite à rester à la prochaine conférence dans un petit quart d'heure à 11h. Alors justement, on parlait du siècle. Oui, est-ce que je peux poser une petite question? Excusez-moi, je ne vous voyais pas. Oui, allez-y. Bonjour, on a beaucoup parlé pendant cette... Vous pouvez vous présenter, comme ça on vous situera par rapport à votre profession. Donc, je m'appelle Thomas Malagier, je suis adjoint au délégué général de l'ASFA, l'Association des sociétés françaises d'autoroutes. On a beaucoup parlé de mix énergétique dans cette conférence et dans la précédente, et du fait que les technologies seront diverses pour notamment le transport de marchandises. Chacune de ces technologies nécessite évidemment une infrastructure de recharge massive, qui coûte pour chacune des technologies extrêmement cher, plusieurs milliards, dizaines de milliards d'euros pour l'hydrogène. Pareil pour de la recharge de batteries ultra haute puissance, pareil pour du biogaz, etc. Est-ce que c'est bien raisonnable de penser que le futur sera fait d'un mix, alors qu'on se rend compte que les effets d'échelle montrent qu'une seule technologie serait beaucoup plus efficace finalement dans le futur? Merci. Quelqu'un veut répondre? Alors, peut-être que je peux dire, nous, et je vais m'extraire un peu de mon rôle ou ma fonction, mais en tout cas, on ne dit pas du tout que la pile à combustible est comme le disait d'ailleurs mon collègue, est la seule qui va s'imposer toute seule. Il y aura un mix de solutions, et oui, on pense qu'il faut ce mix de solutions. Si vous regardez, et là je reviens à ce qui a été dit auparavant, le défi du net zéro, c'est-à-dire arriver à un monde en 2050 où on n'émet pas plus de CO2 qu'on arrive à en retirer de l'atmosphère, c'est un tel défi qu'il faut faire feu, excusez-moi l'expression, de tout bois. Donc penser que la batterie, si c'est à cette technologie que vous faites référence, est celle qui va permettre de couvrir tous les besoins, c'est une illusion. Et là, je ne parle même pas du transport poids lourd, parce que comme ça a été expliqué auparavant, si un aciériste veut se décarboner à 100%, si quelqu'un qui fait de l'ammoniac veut se décarboner à 100%, si un chimiste qui utilise de l'hydrogène comme entrant dans son processus veut se décarboner à 100%, il a besoin de l'hydrogène vert. À partir de ce moment-là, vous avez les effets d'échelle qui ont été décrits et vous arrivez à une solution qui économiquement est plus du tout la même que celle dont on parle aujourd'hui. On pense, nous, Symbio, mais beaucoup d'autres aussi, que l'hydrogène vert ou décarboné en France devrait être accessible à la pompe à 6 € en 2025 et peut-être à 3 ou 4 € en 2030. L'équation économique sera plus du tout la même. Et idem pour les infrastructures de recharge. Donc, encore une fois, on pense vraiment qu'il faut ce mix. Oui, il y a un investissement à faire dans les infrastructures, c'est sûr. Oui, il y a un investissement à faire dans les premières générations de véhicules, mais on voit, pour reprendre ce qui a été dit auparavant, il y a l'exemple de l'Allemagne qui a développé un mécanisme de soutien où 80% du surcoût du véhicule hydrogène par rapport au diesel est financé. Ça permet d'amorcer la pompe. C'est un mécanisme qui est beaucoup plus massifié que celui de l'ADEME en France. On pense nous aussi que l'ADEME, avec les démarches très territoriales, ne répond pas vraiment aux besoins de massification. Donc il y a un effort, il faut amorcer la pompe, mais oui, il faudra un mix, oui, il faudra investir dans les infrastructures. C'est le prix à payer pour arriver à ce monde net zéro qu'on veut tous, je pense. Christophe, l'un des deux. Allez-y. Je voulais juste compléter sur un point, c'est que si on encore une fois, on prend encore un peu de hauteur, il faut qu'on aille sur notre production d'énergie électrique notamment vers les énergies renouvelables. Si on veut aller vers ça, il faut qu'on sache gérer une chose qui est très importante, et c'est clairement ce qu'on a inventé chez Life. On n'a pas inventé ni l'hydrogène, ni l'électrolyse, ni les piles à combustible, ni rien de tout ça, ça existait déjà depuis très longtemps. Ce qu'on a inventé, c'est la capacité à gérer l'intermittence
de l'énergie renouvelable. Quand vous avez une éolienne qui tourne, on sait produire. Quand elle ne tourne pas, on ne produit pas. Quand on a un panneau photovoltaïque qui prend le soleil, on sait produire. La nuit, on ne produit pas. Donc, ce qui est compliqué de faire aujourd'hui concorder, si on parle des batteries, c'est la concordance de la chronique, en fait, de fabrication de l'électron et son utilisation dans un véhicule. Dans certains cas, c'est possible. Dans certains cas, c'est pas suffisant parce que la batterie ne répond pas complètement à l'attente de l'usage qu'on fait du véhicule. On n'en a pas parlé tout à l'heure, mais en termes de masse, il faut quasiment 1 tonne de batterie pour faire 100 km en poids lourd. Je vous laisse faire le calcul, pour ceux qui connaissent la charge utile d'une semi-remorque, de ce qu'il faut pour faire 1000 km. Donc la pile à combustible permet, et l'hydrogène permet de venir gérer tout ce qui va se passer au-dessus, ou en tout cas à côté, de ce que la batterie ne saura pas adresser. Et les deux sont très complémentaires. Si on sait produire l'électron au moment où il est utilisé en batterie, c'est très bien. Si on a besoin de le stocker pour l'utiliser plus tard, ce qui est le cas de notre modèle de fonctionnement avec les stations-service depuis des décennies, on a besoin de l'hydrogène parce qu'on ne sait pas stocker l'électron, ou en tout cas on ne sait pas le livrer assez rapidement dans le réservoir du véhicule. Christophe. Guillaume. Pardon. Les Christophe sont là. Je pense que c'est vraiment une question très pertinente. Je pense qu'il faut pas passer à côté. Et c'est un point sur lequel je voulais venir justement. Ça mériterait une conférence complète. Ouais, non, parce que j'ai fait une mission récemment pour un autoroutier et la question se pose vraiment. Parce que vu que quand on voit le coût des installations, ils vont pas pouvoir se permettre de faire toutes les technos. C'est juste pas possible. À un moment donné, il faut comparer les technologies entre elles sans avoir d'a priori. C'est ce que fait a priori l'ADEME, c'est ce que fait le gouvernement. Alors, il y a une très grosse effervescence aussi parce que la France n'a pas envie de louper ce virage. On sait qu'on a des industriels dans ce domaine, on a envie de les encourager, ok. Mais par contre, je pense qu'il faut être hyper rationnel là-dessus. Et sur les infrastructures H2, si on parle de faire des réseaux dédiés, très sincèrement, j'ai du mal à voir comment on pourrait avoir un réseau dédié à l'hydrogène. Dans certains écosystèmes locaux avec des gros industriels qui consomment, pourquoi pas. Après, on parle de l'injecter dans les réseaux gaziers existants, mais on sait qu'il y a des très fortes limites à ça, à moins de le transformer de nouveau en méthane de synthèse. Donc je pense qu'il y a vraiment un effort de planification à faire par la puissance publique pour dire, ok, demain, on va aller sur ça. Et en fait, sur ça, on ne veut pas y aller parce qu'on ne veut pas dépenser notre énergie pour rien là-dedans, quoi. Je parlais tout à l'heure des autoroutes électriques. Pourquoi pas, c'est une option. Mais à ce moment-là, il ne faut pas aller sur tout. Et l'hydrogène a peut-être son sens dans certaines flottes captives, sur des bus, sur des bennes à ordures, et peut-être pas sur le transport routier de marchandises à longue distance. Et c'est vraiment une question, je pense qu'il faut se la poser, et voilà, parce que sinon on risque vraiment de se louper complètement là-dessus, et de gaspiller nos ressources à tous les niveaux, quoi. Oui. Juste pour compléter, parce qu'effectivement, si on se dit, ok, maintenant il faut développer tout de suite 3, 4, je ne sais pas combien d'infrastructures en parallèle, ça paraît effectivement une pente un peu raide, mais rappelons-nous, il y a quand même des démarches concrètes qui sont déjà en cours. Donc premièrement, comme ça a été dit, on peut commencer par des flottes captives qui idéalement seraient liées à des centres de production d'hydrogène naturels, on va dire, typiquement les grands hubs chimiques, pétrochimiques, où de toute façon des grands électrolyseurs sont en train de se construire sur les grands ports en Europe du Nord, pourquoi pas aussi en France, et ça va déjà donner accès à de l'infrastructure. Après, avec effectivement des trajets qui sont bien définis, où du coup vous n'avez pas besoin de beaucoup de stations de recharge. Deuxièmement, vous le savez peut-être, il y a une législation européenne dans le paquet Fit for 55 qui est en train d'être discuté, qui va obliger les États membres à installer une station toutes les 150 km sur les grands axes autoroutiers. Donc ça va permettre de créer, disons, un premier réseau. L'objectif n'est pas, en tout cas pour les véhicules dont on parle, je pense, de faire des dizaines de milliers de stations de service comme on les connaît pour l'essence ou le diesel. Bon, je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler, un thème, en tout cas l'hydrogène, on le voit, assez complexe et en tout cas passionnant. Je vous invite donc à rester dans un instant, en tout cas je vous remercie de votre attention, à rester dans un instant pour la prochaine conférence à 11h sur, alors là on va évoquer, on parlait de siècle tout à l'heure, sur 100 ans d'innovation poids lourd, avec, vous allez voir, des experts qui vont en parler pendant 1 heure. On va essayer de retracer en tout cas, ou disons résumer ce qui s'est passé en innovation sur un poids lourd durant un siècle. Voilà, merci en tout cas, et merci en tout cas également à tous les intervenants. Merci bien.